Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour Stan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant de te présenter professionnellement, je voulais te demander, est-ce que tu veux bien nous dire qui est Stan ? Bien sûr, merci en tout cas de l'invitation. Je m'appelle Stanislas Gruot, j'ai 35 ans. Je suis marié, j'ai 2 filles. Je vis entre Genève et Annecy depuis quelques années maintenant. J'ai tourné la page de 10 ans de ma vie en finance, qui était une page assez agressive sous plein d'aspects dont on reparlera peut-être, pour une création d'entreprise dans un secteur complètement différent. Celui du voyage d'aventure bas carbone, qui m'occupe depuis du coup plus de 3 ans maintenant, et qui me stimule énormément l'esprit, qui me fait beaucoup de bien et qui m'a fait un peu presque renaître depuis 3 ans, je pourrais dire. Et au niveau de toi, de ce qui t'anime, de qui t'es, tu vois, en tant que personne, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? J'ai aujourd'hui des centres d'intérêt, d'action qui sont assez basiques, je veux dire, pour quelqu'un de 35 ans probablement, mais déjà, grosse partie de ma vie, ce qui m'anime, c'est la transmission, l'éducation auprès de mes 2 filles, qui sont toutes jeunes, puisqu'elles ont presque 3 et 6 ans. Donc effectivement, on est dans une période de leur vie où ce sont des buvards, où l'exemple par le modèle est hyper important, et donc je valorise énormément le temps passé avec elles, la transmission autour des valeurs qui sont les miennes, qui sont des valeurs de création, d'engagement, de courage, d'esprit pionnier, d'essayer de faire des choses différentes, de se dépasser pour essayer de se trouver en tant qu'être humain. Donc moi je le fais et je le trouve et j'y ai accédé par le sport, mais c'est un levier parmi d'autres. Donc le sport est donc du coup le second pilier qui m'occupe énormément. Puis effectivement la création entrepreneuriale, alors là c'est vraiment je veux dire une galaxie plus qu'un sujet unique, puisque ça nous amène en fonction du développement de la boîte, en fonction des rencontres, en fonction de nos produits et de nos difficultés ou de nos opportunités dans des domaines très différents. Donc l'engagement environnemental, écologique qui est quelque chose de nouveau dans ma vie aussi, et qui prend une place importante depuis 3 ans. Donc ouais, c'est aujourd'hui une vie riche à 200 à l'heure, qui est un peu une phrase toute faite, mais qui est quand même vraiment une réalité de mon quotidien pour le coup. D'accord. Par rapport à Explora Project, on peut vraiment dire que c'est une réussite. Je te demandais, avant qu'on se rencontre, comment tu pourrais le situer au niveau de ton épanouissement professionnel. Tu me disais que tu étais à 9 sur 10. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu es sur ton X ? Tu sais, c'est cette expression québécoise qui dit qu'on est au bon endroit, au bon moment, juste au-dessus du X marqué sur le sol. Ouais, c'est une jolie expression que je ne connaissais pas. Effectivement. Et j'en ai la conviction, d'autant plus la conviction certaine aujourd'hui, que je ne l'ai pas été pendant de longues années. Donc je vois surtout la différence d'être sur le marquage et de le regarder de loin. Et effectivement, pendant ces années de trading, je sentais bien que j'étais probablement bon dans ce que je faisais, mais c'est pas pour autant que c'est ton X, quoi. C'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que c'est là où il faut que tu sois. Et tout ça, c'est vraiment une question d'éducation, en fait. J'ai vraiment, moi, une éducation de bon élève. Mes parents étaient très travailleurs et nous ont vraiment poussés à bosser pour avoir les meilleurs résultats, les meilleures écoles, les meilleures études et le meilleur champ des possibles, en fait, in fine. Être bon élève, pour moi, me suffisait, quoi, en fait, dans ce schéma-là. En fait, j'essaie plutôt, moi, d'apprendre à mes filles quelque chose de différent. C'est pas d'être bon élève, en fait, c'est juste d'être heureux. Et du coup, parfois, ça passe par être bon élève. Et là, la difficulté, c'est que parfois, ça passe par ne pas l'être. Parfois, ça passe par, effectivement, avoir la théorie je suis en petite digression là, mais désolé, mais avoir la théorie du 13 sur 20. On dit que l'élève heureux, il a 12 ou 13 sur 20, il n'a pas 20 sur 20, il n'a pas 19, il n'a pas 18. Parce que s'il a 18 ou 19, il n'a rien fait d'autre de sa vie probablement. Et à un âge où il faut faire beaucoup de choses. Et donc l'élève 12 sur 20 est probablement quelque chose qu'aujourd'hui je valorise beaucoup plus. Parce que
Moi, j'ai investi un champ de réussite spécifique qui était celui de la réussite académique et qui, aujourd'hui, je crois, n'est pas suffisant pour comprendre le monde dans lequel on vit. En tout cas, donc il faut avoir d'autres flèches dans son carquois. Donc aujourd'hui, effectivement, Explora, sous certains aspects, à notre stade de développement, on peut dire que c'est une réussite, mais bon, tout ça est toujours très relatif. Donc, en toute humilité, il y a plein d'autres boîtes qui réussissent beaucoup mieux. Mais oui, je suis content, je me sens à ma place, je me sens utile. J'apprends tous les jours. J'aime beaucoup quand tu as parlé du 12 sur 20, 13 sur 20. C'est exactement ce que j'inculque aussi à mes enfants. Et je vois vraiment la différence. Et aussi quand je regarde le parcours des anciens élèves que j'ai pu côtoyer. Et c'est vrai que c'est exactement ça. Donc merci pour ce partage. En quoi ton épanouissement professionnel d'aujourd'hui impacte ta vie privée ? Alors, en plein d'aspects. Parce que moi, je crois pas du tout à la séparation pro-perso. Il y a beaucoup d'années, je trouve, où on nous disait c'est hyper important d'avoir cette limite-là. En fait, moi, je pense que la vraie vie, elle est grise. Il y a les deux. On travaille tous aujourd'hui avec des moyens pro, des outils, des applications, etc., qui sont immersifs et qui rentrent dans notre vie perso, qu'on le veuille ou non, en fait, parce qu'on balade avec notre ordinateur dans la poche en permanence. Donc, je suis assez à l'aise à faire rentrer aussi du perso dans ma vie pro, puisque le pro rentre de facto dans ma vie perso. Donc je suis très à l'aise à aller courir le jeudi à 10h du mat et à le poster sur les réseaux et que l'équipe le sait, parce qu'en fait je suis aussi celui qui parfois doit répondre à des mails jusqu'à 1h du mat ou le samedi, etc. Donc je crois qu'en fait il faut juste trouver un équilibre pro-perso qui n'est pas pour moi un équilibre d'horaire. Donc, il n'y a pas 5 jours de pro, 2 jours de perso. Ça, je pense que c'est utopique, c'est pas ça la vraie vie. Donc je crois que les modèles et les boîtes doivent être beaucoup plus ouverts au fait que le pro et le perso doivent vivre ensemble. Moi, après, mon épanouissement pro, en fait, l'épanouissement pro, aujourd'hui, il est presque quantitativement invisible dans ma vie perso, c'est-à-dire que ça n'a pas drastiquement changé mes horaires à la maison, mon temps passé avec les enfants, puisque avant en trading, dans le cas où j'étais pas très épanoui professionnellement, en tout cas sur les derniers temps, j'avais des horaires qui étaient acceptables, qui étaient peut-être même mieux, ou en tout cas que celles que j'ai aujourd'hui. Par contre, qualitativement, là, c'est pas du tout la même chose. On peut être présent et être absent à la fois, présent physiquement et absent dans son esprit, ne pas être présent aux choses. Ça, c'est les années que j'ai eues, et donc j'ai bien vu la différence. On peut être avec ses enfants et être ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être vraiment en phase. Quand je suis à la maison, j'ai pas que je pense pas au boulot, mais j'ai l'impression d'être tout dédié à ce moment. Et ça, c'est vraiment un énorme changement, en fait. Mais c'est presque invisible d'un œil extérieur. Est-ce que ton parcours a été facile, la route toute tracée pour en arriver là aujourd'hui ? Je sais pas si c'est facile. C'est vraiment difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, il a fallu beaucoup bosser. Dans un sens, il est facile. Je pourrais répondre comme ça. Effectivement, dans un sens, il est facile parce que j'avais une prédestination grâce à l'éducation de mes parents, grâce à mon milieu social, qui était un milieu plutôt simple, mais néanmoins dans lequel ils nous avaient donné toutes les cartes, l'argent pour étudier. J'ai pu faire mes études sans avoir des prêts à rembourser. Ce sont mes parents qui ont couvert tout ça. Donc ça, c'est un luxe absolu. Et j'ai bien conscience que c'est la prédestination vers une certaine réussite, en tout cas, d'avoir grandi dans un cadre comme ça. Donc à ce titre-là, c'est facile, c'était beaucoup plus facile pour moi que pour des millions d'autres jeunes. Après, c'est pas pour autant que de cet événement, enfin de cette chance-là, il faut en faire quelque chose. Moi, je suis un peu un bulldozer des projets, un bulldozer de l'action, des initiatives. Donc, dans tous les environnements dans lesquels j'ai été, de l'école de commerce, à toutes les associations que j'ai pu monter, présider ou autres, je me bouge pour essayer de faire quelque chose de ces situations et de cette chance qu'on m'a donnée. Donc voilà, je ne sais pas si c'est difficile, en tout cas pour moi c'est la prolongation de la personne que je suis, donc c'est instinctif et naturel. Néanmoins, il y a eu des difficultés pendant ces années-là. Ça a été difficile, j'ai deux grandes phases. La première phase, c'est effectivement en trading, où j'ai pendant presque 10 ans, je suis passé du stagiaire, on va dire, au responsable européen, à Genève, si je dois tirer le trait assez simplement. Donc effectivement, ça a été une ascension qui était assez rapide, dans une boîte qui est hyper méritocratique, donc même si j'étais jeune, ils s'en foutaient un peu, ils m'ont laissé grandir comme ça, et donc ça c'était exceptionnel, parce que le poste à la fin, il était juste énorme. Il y avait 150 traders qui me reportaient, des milliards sous gestion, c'était vraiment un poste énorme dans ma profession. Et t'avais à peine 30 ans ? Ouais, j'avais 26 ans.
Waouh. Donc Ok. tout ça arrive vite. Donc effectivement, ça, dans un sens, c'est excitant, c'est grisant. D'un coup, il y a beaucoup d'argent dans ta vie. Et donc ça, c'est un peu compliqué à concevoir au début. Après, la difficulté, c'est que enfin, il n'y a jamais d'argent gratuit ni facile. Donc vient avec ça un lot évidemment de responsabilités, évidemment de pression. Mais ça, c'était le lot de ma vie classique dans ces années-là. Et puis après, parfois des distorsions moins louables, beaucoup moins méritocratiques, beaucoup plus politiques, beaucoup plus agressives sur la personne, beaucoup moins humaines, etc. Et là, c'est vraiment au gré des rencontres et des personnes. Et donc moi, j'ai continué dans ce métier-là tant que j'étais dans un environnement méritocratique et respectueux de l'autre. Et dès que j'ai eu un boss, une rencontre, etc., qui était très agressive, et je me suis rendu compte que le cadre allait changer, et que quoi que je fasse, il y a des choses qui n'allaient pas aller parce que j'étais trop jeune, pour être à ce poste-là, j'étais trop français dans une boîte américaine, il y a un moment même, ça allait plus marcher, quoi. J'ai senti que quoi qu'il arrive, il y avait un espèce de plafond de verre. Je ne sais pas vraiment de quel ordre, mais en tout cas de nationalité, de mon âge en fait. Je pense que c'était ça T'as le problème. senti une limite. Ouais. J'ai senti que ça allait devenir plus compliqué, que ça allait devenir peut-être un peu plus politique, etc. Qui n'était pas ma tasse de thé. Et moi, je suis quelqu'un qui met la méritocratie en fait au centre du monde professionnel et de l'environnement professionnel. Donc pour moi, c'était la fin d'une première phase. Donc ça, c'était un moment compliqué quand il a fallu réaliser ça. Parce qu'il faut tout changer. On passe de j'ai de l'argent à j'en ai plus. J'ai un poste et un statut social à théoriquement j'en ai plus. J'ai fait 10 ans dans le même cœur de business et d'un coup je veux lancer une boîte alors que j'en ai jamais lancé. Donc théoriquement j'en sais rien en fait. Je sais pas par où démarrer. Et je suis jeune papa quoi. Depuis quelques semaines. Donc effectivement tout est un peu arrivé en même temps. Je l'ai choisi. Parce que pour moi, les enfants, à ce moment-là, en fait, ça n'a pas été une contrainte. On était sûr avec ma femme Constance que effectivement ce rôle de parent était pour nous. Enfin, on n'était pas inquiet à cette idée-là. On était même confiants. Donc en fait, pour moi, en fait, la naissance de ma première fille, c'était une force en fait. Et je me suis dit, ouais, évidemment que c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que c'est maintenant que j'ai besoin de ce supplément de force extérieure pour lâcher la liane et essayer d'attraper la suivante. Donc effectivement, tout le monde me disait, mais c'est le pire moment pour le faire. Et pour moi, c'était plutôt, en fait, non, c'est le seul moment pour le faire. Donc, il y a eu pas des moments que je dirais difficiles ni compliqués, mais il y a eu effectivement des choix. Et puis après, il y a le début de l'aventure entrepreneuriale avec ces complications potentielles, ou en tout cas ces petites barrières à franchir. Mais bon, ça, tout le monde connaît ça, quoi. Ça demande beaucoup de courage, le saut là que tu as fait. Finalement, quel trait de caractère, quelle est la grande force qui t'a aidé à passer ça? En fait, je ne sais même pas si courage est le mot. En fait, c'est vrai que plusieurs fois on dit le changement de vie, c'est hyper inspirant, etc. Mais en fait, je sais pas trop. Pour moi, je range plutôt ça dans la case de l'instinct de survie, quoi. C'est-à-dire en fait, on ne dit pas bravo d'avoir réagi, d'avoir réussi à t'extirper de la voiture après cet accident. Félicitations, quel courage. Non, mais en fait, juste c'est une force qui nous dépasse. Il faut, parce qu'on est au fond, quoi. Et donc moi, à ce moment-là, je vais pas faire le parallèle non plus jusqu'au bout avec un accident de voiture. Mais effectivement, c'était une période dans laquelle voilà, j'étais pas bien. Une période dans laquelle j'étais pas heureux, dans laquelle j'avais beaucoup changé, en moins bien, dans laquelle humainement, j'étais pas la même personne. J'étais très auto-centré, j'avais du mal à trouver quoi que ce soit autour de moi qui soit plus grave ou plus responsabilisant que ce que j'avais entre les mains. Et donc, toute ma vie était relative, en fait. Et moi, j'étais clairement le plus en responsabilité, et donc tout le reste était moins important. Et ça, en fait, ça détériore énormément son rapport aux autres. Parce que quand on est un autre dans cet environnement-là, je veux dire, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est nul, en fait. Et donc, inconsciemment, indirectement, ça dévalorise tout son environnement, quoi. Et du coup, ça, c'était vraiment quelque chose duquel j'avais du mal à sortir, en fait. Je savais que ça pouvait faire cet effet-là, mais t'es d'accord quand même, toi aussi, t'es d'accord que c'est hyper important ce que je fais. En fait, j'arrivais, même en le sachant, je continuais à être là-dedans. Et donc, effectivement, ça, je pense que ça m'a pas rendu quelqu'un de bien, quoi. Et donc, c'était juste un sursaut, un sursaut. Et ce sursaut, ou si courage il y a, en tout cas, il est aussi chez mes proches, qui ont, par des signaux faibles d'abord, m'ont rappelé que c'est pas complètement le copain d'il y a quelques années, le mari qu'elle avait voulu épouser,
le collègue des premiers jours. Il y avait quand même beaucoup de signaux qui me disaient que j'avais changé. Et en parallèle de ça, on faisait de plus en plus d'argent. Et le management était de plus en plus content. Et du coup, il y a quand même un effet il y a quand même un double ciseau où je me suis dit, bon, en fait, c'est ce comportement-là qui est en train de me changer de cette manière-là. Il y en a qui sont contents parce qu'il y a beaucoup d'euros. De l'autre côté, je suis en train probablement de dévier de la personne que je voulais être. Et donc, j'avais fait des vacances en août 2017 où, en fait, pour la première fois, je suis parti 3 semaines, je crois, alors que je partais quasiment jamais en vacances. Bon, autre problème. Ou pas pendant des grosses phases. Et du coup, on avait organisé avec ma femme des vacances où on allait voir vraiment tous les gens qui nous étaient chers et importants volontairement parce qu'on sentait que quelque chose était en train de se préparer, quoi, en gros. Et effectivement, j'ai ouvert le sujet des copains d'enfance, un groupe de copains d'école, mes familles proches, etc. On a eu 3 temps comme ça pendant les vacances. Et nous, après, en petite famille, entre nous, où j'ai ouvert ce sujet. Et si je démissionnais et que je montais ma boîte dans un truc qui n'a rien à voir, vous en pensez quoi ? Et en fait, j'ai ouvert une boîte de Pandore que j'ai plus jamais réussi à fermer. En fait, j'ai pu en placer une pendant 3 semaines. Tout le monde m'a sauté dessus dans une euphorie incroyable et une énergie que j'ai essayé de mettre en petite dosette et que j'ai gardé à mon ceinturon pour des années. Parce qu'effectivement, ça a été une déferlante de il faut absolument que tu fasses ça, en fait, parce que on a vu ces dernières années, c'est dur, c'est compliqué, c'est peut-être pas pour toi au fond, est-ce que ça te rend heureux, à quoi ça sert d'avoir de l'argent, etc., etc. Donc tous ces questionnements-là, donc chacun avec son prisme d'analyse différent, mais effectivement, je me suis rendu compte de quelque chose qui était super, donc déjà c'était génial qu'il me dise ça et ça m'a conforté dans ma décision. Je suis revenu de vacances, j'ai pas allumé mes écrans, j'ai posé Madem, donc comme ça c'était réglé. Et après, je me suis quand même dit que j'avais pas été à l'écoute en fait quand même depuis des années pour que ça ressorte comme ça en déferlante. Donc maintenant c'est quelque chose que j'essaye de changer et que j'essaye souvent de sonder mon entourage. Est-ce que ce qu'on dit d'Explora, ce pseudo succès, parce qu'effectivement je pense que tout est relatif, mais en tout cas, est-ce que toi, ça te rend plus heureux qu'avant, plus heureuse qu'avant ? Qu'est-ce que t'en penses ? Comment tu penses que j'ai évolué, que j'ai changé, etc. Et même parfois, là, je suis surpris. On me dit, ouais, c'est cool, mais c'est vrai que... Et là, il y a des choses qui sortent, en fait. Et des petites choses. Et c'est hyper important. Être connecté aux signaux faibles de son entourage, je pense que c'est vraiment essentiel. Moi, je ne l'ai pas été pendant des années, et du coup, ça a cocotte minutée sévère. Quand je te demandais une de tes forces, vraiment cet entourage, ce cercle qui est là à tes côtés, parce qu'à t'entendre, c'est comme si tu t'étais perdu. Eux, comme s'ils voyaient justement que tu n'étais plus là. Ouais, en fait j'ai beaucoup de chance parce que moi, je suis une famille de 4 enfants, j'ai 3 sœurs, j'ai été élevé seul garçon de la famille, j'ai pas été élevé comme ça, mais enfin, de facto, je le suis. Donc avec une place, je pense, quand même privilégiée, avec des parents qui se sont tout de suite, je crois, qui se sont tout de suite dit que s'il y avait une chose qu'il fallait qu'ils transmettent, ou 2 en l'occurrence, parce que la première, c'était effectivement donc la partie académique, les études, l'importance de bien bosser pour garder les portes ouvertes. Et la deuxième, c'est la confiance en soi. Je pense que ça, c'est vraiment un bagage pour la vie, la confiance en soi. C'est incroyable. S'il n'y a qu'une chose qu'il faut donner à ses enfants, c'est ça, en fait, parce que ça permet de tout faire. Et donc, effectivement, moi, j'ai été élevé en toute confiance, comme on dit, des enfants en toute confiance. Donc, c'est génial, parce qu'on peut faire plein de choses dans la vie après. On a confiance dans tout ce qu'on entreprend, avec plein d'effets de bord négatifs, mais qui existent, mais qui sont d'être trop sûr de soi, de parfois avoir l'impression de manquer d'humilité, parce qu'en fait, pour des gens qui l'ont pas, ils prennent ça pour mais hyper arrogant, ce gars-là, parce que moi, je suis pas capable de me lancer comme ça, il se prend pour qui, etc. Donc, en fait, c'est que ça renvoie à chacun ce qu'il est pas capable de faire. Donc, souvent, les gens peuvent dire, mais dis donc, il se prend pour qui à y arriver, ou à vouloir le faire, ou à pas avoir peur. Mais au fond, j'ai mes doutes comme tout le monde, mais c'est juste que mes parents m'ayant élevé là-dedans, j'ai vraiment foncé en toute confiance dans cette voie-là. Mais l'effet de bord négatif, c'est que parfois on n'écoute pas trop les signaux parce qu'on a tellement confiance qu'on se dit qu'on peut y arriver tout seul sur ce chemin, parfois. Et donc là, effectivement, je me suis rendu compte avec cet épisode-là que c'était pas le cas. En fait, tout seul, j'y arrive pas parce qu'il manque des choses. Et il manque des choses pour être équilibré. Et c'est tout de suite pour ça que j'ai souhaité
j'ai souhaité que l'aventure entrepreneuriale, ce soit pas une aventure de solo entrepreneur ou de solo founder. Donc j'ai tout de suite cherché en fait un duo pour, euh, pour justement avoir cet équilibre-là que je pensais ne pas pouvoir avoir tout seul nécessairement. Et donc effectivement, c'est un entourage qui, à leur manière, m'a beaucoup porté. On m'a donné un bagage pour que je puisse réussir. Aujourd'hui, ils continuent à me donner confiance en valorisant ce qu'on fait. Et donc, ils continuent cette transmission. Ce que j'essaie de faire avec mes filles, parce que je trouve que c'est vraiment fantastique, en fait. C'est vraiment intéressant parce que l'entourage, l'amour qu'ils peuvent nous donner, les valeurs qu'ils peuvent nous donner, là, tout ce qu'ils t'ont apporté, ça crée un terreau incroyable. Là, tu as eu les signaux et souvent dans les projets entrepreneuriaux, les proches ne suivent pas, ont peur, disent mais non, tu peux pas faire ça. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ils ont ces peurs par rapport à l'argent. Il faut te sécuriser. Là, du coup, toi, tu as montré qu'est-ce que c'est d'être sécurisé, qu'est-ce que c'est de gagner sa vie comme on l'entend. Et non, ce qui prime, c'est ton bonheur et c'est de te retrouver toi. Donc, ils t'ont poussé aussi à accompagner. Ouais, mais alors, oui, carrément, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais ce sujet de l'argent, il est aussi générationnel. C'est que je pense qu'en fait, nos parents, notre génération est encore ce sujet-là, mais je pense que les nouvelles l'ont beaucoup moins. Ils sont insécures liés à l'environnement, à l'environnement écologique. Ils sont insécures liés à la planète dans laquelle ils vont vivre. Ils sont pas insécures face à l'argent, quoi. Ils n'ont pas peur de manquer d'argent, ils ont peur de manquer de planète. Et du coup, ça, je pense que ce paradigme-là, il a complètement changé. Et c'est probablement pour ça qu'on voit beaucoup plus d'entrepreneurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ça pour l'argent. Ils n'ont pas peur de le faire à cause de l'argent non plus. C'est juste qu'ils sont en quête absolue de sens et que plutôt que d'en chercher des micro-doses dans les entreprises autour d'eux, ils créent leur propre dose unique en lançant leur boîte, quoi. Donc, je pense que c'est de moins en moins un problème et même mes parents aujourd'hui qui pouvaient être insécures sur l'argent il y a quelques années encore. Aujourd'hui, parce qu'ils nous demandaient toujours, vous avez tout ce qu'il faut, vous manquez de rien, etc. Comment on peut vous aider bon, peut-être qu'on peut vous aider un peu ici et là, ça va, vos projets, fin de mois, machin. Bah, c'est des trucs qu'ils nous disent plus jamais. C'est plutôt, est-ce que vous êtes heureux, voilà, on a l'impression que le monde a changé de paradigme parce qu'il y a plus grave ailleurs, quoi, hein. Bien sûr, il y a cette planète qui est en train de brûler, donc je trouve que ça change un peu l'ordre des choses. Et ça met ça met du coup un nouveau souffle aussi dans la création entrepreneuriale, quoi. Ça, c'est vrai par rapport à tout l'élan qu'on a Ouais. aujourd'hui. Tes 4 grandes valeurs qui sont liées à Explora Project, c'est l'engagement, le collectif, l'expertise et l'esprit pionnier. Mhm. Donc, sont les valeurs de ton entreprise. Tout un programme. Tout un programme. En quoi justement ta vie professionnelle est alignée avec ces valeurs? Ouais, c'est toute ma vie en fait, même professionnelle et personnelle. Et personnelle. Effectivement, c'est des valeurs que j'ai pas mal poussées chez Explora parce qu'elles me parlent à fond. L'esprit pionnier parce que en fait, je trouve que c'est l'étincelle qui permet vraiment le changement, de faire des choses différentes, d'oser faire des choses que d'autres n'ont pas fait, d'essayer. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration à ça, même si on foire. Rien que le fait de s'être lancé, rien que cette dynamique-là est inspirante pour certains et les aide à eux aussi se lancer sur d'autres domaines. Donc l'esprit pionnier, pour moi, il est clé. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai fait des choses vraiment différentes, comme la traversée de la France en courant, où je me suis dit je vais faire le record de la traversée de la France en courant quasiment du jour au lendemain, les gars étaient un peu autour et ébahis, ils comprenaient pas, etc. Et dans ces moments-là, il y a toujours eu le même phénomène, surprise, incompréhension, inspiration, ralliement, action, quoi. Et en gros, ça fait bouger les gens, quoi. Ça fait des choses. Les premiers surpris sont les derniers à critiquer à la fin, quoi. En fait, ils ont envie de... Ça met tout le monde dans une énergie, un souffle de vie et positif. Donc ça, je crois que c'est capital et j'essaye toujours dans ma vie de faire des choses qui surprennent, différentes pour secouer un peu le cocotier, quoi. Après le collectif, bah, c'est exactement ce dont on a parlé. Je me rends compte que je suis pas armé pour cette vie tout seul et du coup j'ai de créer effectivement autour de moi un écosystème vertueux, positif, qui se complètent les uns les autres, qui se tirent tous vers le haut, ça c'est sûr. Après l'engagement,
effectivement, ça c'est plutôt un tempérament. Moi, je suis assez radical comme type, donc tout ce que je fais, je le fais un peu à fond ou je le fais pas. Euh, je polarise même parfois, mais pour parler rapidement ou pour simplifier même mes prises de position. Donc, effectivement, pour moi, l'engagement, faire tout à fond, l'engagement sportif, l'engagement environnemental, etc., est important. Je supporte pas le tiède, donc je veux que les gens aient un avis et qu'on puisse échanger sur cet avis et qu'ils arrivent à me convaincre avec plaisir et que je puisse me rallier à leur point de vue pour qu'on avance ensemble dans la direction, etc. Donc j'aime pas le compromis et j'aime pas le tiède et j'aime pas le gris. Je pense qu'aujourd'hui les enjeux sont tels qu'il faut affirmer ses positions, les défendre et se rallier derrière ce qui nous semble être la meilleure proposition de l'un ou de l'autre, mais pas d'entre-deux, quoi, parce qu'on maximise jamais son gain à être dans un entre-deux, quoi. Donc il faut choisir et il faut prendre le temps du débat. Donc ça, c'est pour moi engagé à fond. Et puis expert, parce que effectivement, je trouve que les réseaux sociaux, euh, en fait, font prendre la parole à tout le monde sur n'importe quoi. Et à la fin, on a une mélasse un peu moyenne de chacun un truc à dire sur tout. Et je trouve que l'expertise aujourd'hui est ce qui se perd et ce qui est le plus compliqué à trouver. Et donc moi j'ai envie de prendre la parole sur les sujets sur lesquels je me sens expert et je travaille, je lis et je me documente pour l'être de plus en plus chaque jour. Et sur le reste, j'ai juste pas envie de parler, j'ai envie de rien dire et j'aimerais que les autres en fassent autant. Mais bon, je peux pas les commander. Mais pour que voilà, donc l'expertise pour moi est quelque chose aujourd'hui qui est important. Et c'est comme ça qu'on est capable d'avoir des actions efficaces, rapides, qui ont un impact à la hauteur de l'énergie qu'on y met. Et donc c'est important. Ouais. Je te rejoins complètement. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'écrire sa vie, d'être acteur et de ne pas la subir? Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu en position de victime. C'est comme ça, c'est la société, etc. En fait, la réponse que j'aurais eue il y a quelques années aurait pas été la même. Il y a quelques années, j'aurais dit, dans mes années de trading ou tout début d'Explora, où j'étais au summum du bourrinisme, j'aurais dit évidemment qu'il faut écrire sa vie, faut arrêter d'être une victime, faut se bouger le cul, faut y aller, faut être dans l'action, on n'aura rien sans rien. Trace ta route, défriche, machin, tout ça, un peu un vocable un peu guerrier, en mode il faut avancer, il faut être pionnier, il va rien se passer si tu restes dans ton lit, bouge-toi. En fait, donc ça c'est quand même un élan qui est le mien et que je partage toujours aujourd'hui, mais avec le modulo, l'élément suivant qui est que ça, tu peux le dire quand tu as eu la chance de grandir dans un environnement qui t'a donné les cartes, qui t'a aidé, qui t'a donné les moyens d'eux. Mais en fait, je connais pas la vie des gens, et il y en a qui ont des vies très compliquées, dans lesquelles ils ont pas l'argent, même si je pense que c'est pas le plus important pour faire des choses, qui ont en tout cas pas forcément l'éducation, pas l'environnement, pas des difficultés de vie, des difficultés de santé, etc. Donc généraliser en disant bougez-vous, il faut écrire sa vie, il faut arrêter de subir, c'est un peu facile à dire. La réalité des gens et de leur vie, elle est multifactorielle et elle est et du coup, ce serait difficile comme ça de dire il faut se bouger comme quelqu'un qui donnerait une leçon. Si on le peut, en tout cas, peut-être le premier élément, c'est il faut essayer de travailler brique par brique dans sa vie pour essayer de mettre d'équerre tout, ce qui nous permettrait de se bouger et d'écrire sa vie. Mais parfois, il y a quand même des phases préalables qui sont complexes. Donc voilà, je suis un peu plus modéré là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient écrire leur vie et qui ne peuvent pas, quoi. Oui, il y a des vrais freins. Ouais. Au niveau du sport, t'en fais beaucoup. On sait que c'est une clé, vraiment, pour enclencher des changements de vie. Quel conseil tu pourrais donner? Est-ce que toi, tu as une routine à partager sur ton compte? Déjà, on peut te suivre parce que je vois que tu partages beaucoup de choses sur ça. Ouais, le sport, c'est un peu comme le trading, j'en suis revenu, non mais je grossis, mais je suis allé au bout du truc quand même, dans un comportement addict, dans un comportement de drogué d'une certaine manière dans mes années de trading. Je bossais à l'époque à Paris, enfin à Saint-Germain-en-Laye, j'habitais à Paris. Tous les soirs, je faisais 22 km en courant pour rentrer. Je fais ça pendant plusieurs années. À la fin, du coup, je me suis lancé dans le défi du record, la traversée de la France, parce qu'effectivement, je faisais 250 bornes par semaine, donc j'étais quand même en forme. Je suis allé au bout de ce chemin-là parce que ça a pris une place considérable,
Dans ta vie. considérable dans ma vie. Effectivement, à nouveau, on n'a rien sans rien, donc il n'y a que 24 heures dans une journée, donc c'est au détriment des autres pieds du tabouret, on va dire, donc des amis ou d'une relation amoureuse, au gré de tout, donc j'avais le trading et la course à pied. Pour ça que ceux qui disent c'est génial, bravo et tout ça, en raccourci, moi j'ai les autres sacrifices que ça a nécessité, donc je suis moins d'accord, mais aujourd'hui, je sais pas s'il fallait pas que je fasse ça. En tout cas, j'avais besoin d'aller explorer ça. C'était un besoin que j'avais pour me sentir équilibré dans ma vie à côté de cet environnement assez agressif qui était le trading. Donc j'avais besoin de cette soupape là. Ce qui t'a énormément aidé. Hein, ouais, ça m'a beaucoup aidé effectivement. Et plus je montais en trading en responsabilité, plus j'avais besoin de courir longtemps pour évacuer le truc. Et donc à la rencontre de ma femme, j'ai changé un peu mon rapport au sport. Elle courait, mais elle courait moins. Elle a toujours un problème congénital à la hanche qui fait qu'elle peut pas courir très très longtemps. Et donc en fait, je me suis adapté au début par contrainte à la sienne pour passer du temps ensemble et pas qu'on soit déphasé, parce que je avais connu ça dans la relation d'avant et j'ai bien vu que effectivement ça ne marchait pas. Et donc j'ai retrouvé en fait de force au début un rapport à la course à pied qui était probablement beaucoup plus sain en horaire, en volume, etc. Et qui m'a permis d'investir les autres sphères et qui m'a rendu, in fine, en tant qu'être humain, beaucoup plus heureux et beaucoup plus comblé. C'est évidemment la mère de mes 2 filles aujourd'hui. On est mariés, on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années. Du coup, cet équilibre-là, je l'ai conservé. Le sport prend une place importante, mais c'est une place du sport, quoi. C'est pas ma vie, quoi. Donc il y a les moments où je fais du sport et si je peux pas pour des raisons d'emploi du temps, bah, tant pis en fait. J'essaie de faire au mieux. Je fais effectivement quand même du sport au moins 3 fois par semaine. Au moins, je pense, ouais. 3, peut-être parfois 4, mais ouais, au moins 2 à 3 fois, au moins 3 à 4 fois. Donc effectivement, c'est quand même une place importante, mais c'est 1 heure ici et là, parfois 2 heures. Mais c'est pas, c'est plus... je vais rien chercher d'autre que le bien-être. La préparation d'une course pour la stimulation intellectuelle ou la stimulation pardon, de projets, etc., pour avoir un objectif qui soit sympa. Mais c'est pas une thérapie, quoi. Je vais pas y chercher quelque chose ou y combler quelque chose que j'ai raté dans d'autres sphères de ma vie, quoi, ce que j'ai pu faire à un certain moment. Ouais. Oui, c'est ça. Et on l'entend vraiment que ce domaine professionnel, là, le sport aussi, toutes ces choses-là, tu as diminué un peu l'ampleur que ça avait avant. Et là, on voit cet équilibre, du coup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est les 4 pieds du tabouret, quoi, pour être équilibré dans la vie. La sphère amicale doit être présente, la sphère familiale doit être présente, la sphère professionnelle, et puis cette sphère de projets qui sont plus du moyen et du long terme, qui permettent de ne pas tourner en métro boulot dodo sur les 3 autres pieds uniquement. Sur des projets qui nous permettent de relever la tête, de préparer quelque chose pour dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ces projets qui nous permettent de se dire que ce qu'on vit aujourd'hui, même si c'est la turbine, si ça n'arrête pas, etc., bah, à un moment, ça va s'arrêter parce qu'il y a ce projet-là quand même, il y aura ce moment-là dans le calendrier, etc., qui permet d'intellectuellement savoir que ça va pas être une roue infernale qui ne s'arrête jamais, il va y avoir ces temps forts-là. Ça, je crois que c'est hyper important. Donc moi, aujourd'hui, j'essaie vraiment de mettre dans ma vie ces projets-là. Évidemment, c'est le projet Explora, c'est ce qu'on propose, on vend à tout le monde tous les jours, c'est de fixer dans son calendrier des moments où ils vont pouvoir se retrouver en pleine nature, avec eux-mêmes, se dépasser, vivre des choses fortes, etc. Et avoir ça dans le calendrier, c'est déjà un souffle d'air avant de le vivre. Rien que de l'avoir, ça fait du bien, en fait, déjà au quotidien. Donc ouais, j'essaye de garder des pieds qui non seulement existent, mais existent dans des ratios qui soient équilibrés, c'est surtout ça. Parce qu'ils existent dans toutes nos vies, mais c'est dans des ratios qui soient sains. Et puis les projets permettent de relever la tête et de faire des petits points d'étape de temps en temps pour être sûr qu'on est sur le bon cap, quoi. La dernière question que je voudrais te demander, c'est quelle est la plus grande leçon de vie que tu as reçue ? Il y en a plusieurs, mais c'est effectivement, je pense, celle de mes... si j'en prends qu'une, c'est, je pense, celle de l'éducation de mes parents, qui... je vais raconter cet exemple-là. Quand je traversais la France en courant, il y a une étape dans le Morvan. Donc j'ai couru pendant 15 jours et c'était une étape, je pense que c'était le 5e ou 6e jour à peu près, je dis pas de bêtises, début de la 2e semaine. Et j'étais épuisé, c'était le moment où j'étais le plus mal de la quinzaine. J'avais perdu 11 kilos en 6 jours.
Je courais une étape de 85 ou 90 km à peu près. Donc je courais non-stop tous les jours. Et donc j'étais vraiment épuisé ce jour-là. Je me souviens presque plus de ma journée. En fait, j'étais comme dans un rêve, quoi. J'étais plus vraiment dans mon corps. J'étais complètement épuisé. Et mon père m'avait accompagné. Donc il y avait toute une petite équipe de copains, de staff, de ma copine de l'époque, etc. On avait des stickers, des voitures, des vélos. C'était la bonne franquette. C'était sympa. Et mon père avait pris quelques jours et avait senti que ça allait pas. Et il m'avait accompagné en passant par Paris-Versailles, là où ils habitent. Et puis un peu plus loin, il avait bien vu que ça allait pas trop. Il m'avait dit, bon, je pose 2-3 jours, je vais aller avec toi un peu. Il avait couru avec moi. Il courait peut-être un semi ou 30 bandes par jour. Donc lui aussi, il s'y mettait quand même une bonne détermination sur le truc. Et puis ce jour-là, il est peut-être 23h ou minuit. En tout cas, il fait nuit noire, il est tard. C'est la fin de cette étape-là. Il doit me rester 20 bornes à courir, ce qui est quand même très long quand tu es vraiment, vraiment, vraiment épuisé et qu'il est minuit. Et que le lendemain tu repars à 9h, donc ça fait quand même un peu court tout ça. Il pleuvait des cordes, on était dans les pins du Morvan, des pins qui font 20 mètres de haut, etc. Donc c'était une ambiance lugubre, c'est une ambiance vraiment de film. Moi je courais dans les phares de la voiture, sous une pluie battante, quoi. Cette pluie, on a l'impression que la pluie vient du bas, tellement la route est pleine d'impact. Et donc je courais dans les phares de sa voiture à 8 à l'heure, quoi. Même pas, je marchais, courais, j'étais vraiment épuisé. Et je tombais de fatigue hyper régulièrement. Donc, et du coup, j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Et lui sortait de la voiture, me relevait, rentrait dans la voiture et on repartait à 8 km/h. Et il y a eu ce moment-là a duré peut-être 3-4 heures. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, alors pas sur le coup, parce que tout est allé trop vite, ou trop lentement, je sais plus, mais c'était complexe en émotion. Mais enfin, en tout cas, je me souviens qu'on s'est mis à pleurer tous les deux quand je suis rentré dans la voiture et que j'avais fait mes kilomètres. Et en fait, je me suis quand même rendu compte que lui, en fait, ça doit être... je le faisais souffrir, forcément, de voir son fils qui tombe d'épuisement pendant des heures et il m'a jamais dit arrête. Il savait que c'était important pour moi. Et du coup, cette leçon-là, en fait, il est très pudique, donc on en a quasiment jamais reparlé. C'était il y a 12 ans. Et en fait, je me suis quand même dit, quand tu respectes à ce point ce que tes enfants veulent faire, quand bien même ça te fait souffrir et t'es pas en phase avec la décision qu'ils sont en train de prendre, c'est quand même que tu places le bonheur de tes enfants au-dessus de tout. Et ça, c'est quand même une leçon de vie qui moi, m'a vraiment frappé. Parce que je sais pas si... Je vais pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de papas qui auraient fait la même chose. Peut-être que tous les papas feraient ça. Mais en tout cas, moi, je l'ai réalisé à ce moment-là, l'ordre des choses. Et du coup, ça, je le porte avec moi en tant que papa aujourd'hui. C'est magnifique, c'est un bel acte d'amour en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Stan. Avec plaisir. Juste pour conclure, par rapport à tout ton épanouissement, ton équilibre professionnel, personnel, avec l'argent aussi qui va bien, on peut dire que tout ça n'est pas antinomique. Effectivement, on peut arriver à aligner toutes ces sphères-là et à y travailler, mais enfin, rien n'arrive facilement. Il faut prendre le temps déjà d'y réfléchir, de discuter avec son entourage. Je crois que s'il y a qu'un seul conseil à donner, c'est effectivement déjà identifier ce qui nous rend heureux, identifier ce qui rend notre entourage heureux, garder un niveau de communication régulier et absolu sur tous ces sujets-là, réfléchir aux 4 pieds du tabouret, à leur bon ratio, et tout va bien se passer. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts.
Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.